Annie, tu as reçu un prix de la Société canadienne de biologie végétale il y a quelques jours, je crois. Oui, la semaine dernière, en fait. C'est quoi ce prix-là, en fait? Bien, c'est un prix qui est offert par les gens de l'association, donc de la société, donc c'est un comité de chercheurs qui regarde parmi ce qui s'est fait là, depuis que la société existe, dans le fond, pour récompenser un chercheur qui fait des recherches innovantes et ils appellent ça libre d'esprit ou libre d'idées. Donc, c'est un honneur pour moi, c'est sûr, parce que ça démontre que ce que je fais est reconnu par mes pairs, puis ce que je fais est intéressant, puis innovant. Et qu'est-ce que tu fais, justement? Bien, en fait, depuis plus que 20 ans là, que j'excave des forêts, donc avec des pompes à feu de forêt, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, des pompes à incendie là, qui donnent un jet d'eau très puissant. On va déterrer des racines d'arbres pour regarder ce qui se passe. Puis le but premier, c'était de voir est-ce que les arbres sont connectés les uns avec les autres. Parce que par hasard, durant mes recherches de doctorat où j'étudiais les racines de peuplier faux-tremble, on avait vu qu'il y avait des arbres qui étaient greffés ensemble. Donc, les racines se rencontrent, le bois se fusionne, puis après ça, à partir de là, ben, il y a toutes sortes de questions qui émergent. Est-ce que les arbres peuvent se parler à travers des signaux, en s'envoyant des hormones, en se changeant de l'eau, en se changeant des sucres? Donc, puis à partir de ce moment-là, j'ai fouillé un peu la vieille littérature. Il y avait des vieilles recherches des années 40, des années 50, où on avait remarqué, ici et là, par hasard, des anecdotes où on avait remarqué que les arbres étaient reliés les uns avec les autres par les racines. Puis à partir de ce moment-là, quand je suis venue travailler à l'UQAT, on s'est mis à excaver nos espèces de la forêt boréale, donc le pin gris, le pin rouge, l'épinette noire, le peuplier baumier, le peuplier faux-tremble et même les peupliers hybrides. Puis à chaque fois qu'on a excavé un peuplement forestier, on a vu qu'il y avait des arbres, peut-être entre 30 et 50% des arbres qui étaient reliés à au moins un de leurs voisins. Certains sont reliés à plus que 2-3 arbres. Puis à partir de là, ben, on peut se dire, bon, c'est un phénomène qui est assez commun si on en trouve toujours. Puis on se pose des questions scientifiques. Bien, qu'est-ce que ça fait sur l'écologie de la forêt? Comment ça peut influencer la façon que la forêt pousse? Puis quand on fait des travaux sylvicoles, de l'aménagement forestier, qu'est-ce que ça fait qu'un arbre soit relié avec son voisin? Bien, souvent, on va aller faire des travaux. Si, mettons, je mets des engrais sur un arbre, bien, faut penser que l'engrais va voyager comme ça à travers le système racinaire. Puis ça nous amène en fait à considérer la forêt comme un ensemble, comme un seul organisme vivant qui se parle à travers ses racines. Et supposons qu'on coupe un des arbres qui est relié à un autre, est-ce que ça a une influence sur l'autre arbre? Oui, bien ça c'est... On a souvent observé ça, on observe ça souvent, c'est que si on coupe un arbre ou si un arbre est mort, par exemple, puis s'il s'est fait tout manger par la chenille, ben ses racines vont rester vivantes parce qu'ils sont reliés à un autre arbre. Puis tu sais, l'arbre, il peut pas décider « je veux plus t'avoir » là, parce que c'est du bois, c'est un lien assez solide entre deux arbres. Donc, ce qui arrive, c'est que l'arbre qui reste va aller nourrir les racines de l'arbre qui a été coupé ou de l'arbre qui est mort. Donc, ça fait que l'arbre qui reste, il faut qu'il travaille 2 fois plus fort pour aller nourrir toute la biomasse qui reste en dessous de la terre et qui reste vivante parce qu'ils sont vraiment reliés ensemble. Puis concrètement, est-ce que ça peut poser problème à cet arbre-là, vu qu'il dépense plus d'énergie pour finalement un arbre qui est mort, là? Oui, bien, c'est ça qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que si, mettons, je fais une éclaircie dans une forêt puis j'enlève juste un petit peu d'arbres ou j'enlève les plus petits arbres, ce qui va arriver, c'est que les arbres qui restent, bon, ils ont plus de place, ils ont plus d'espace, ils vont se mettre à pousser plus vite, ils vont faire plus de feuilles, donc ils vont être capables de nourrir les racines qui restent en arrière et aussi nourrir leur propre croissance. Mais par contre, si on fait des éclaircies trop sévères, si on enlève trop d'arbres, mettons que sur une forêt de 10, j'en enlève 7, bien là, il ne restera pas assez d'arbres pour aller nourrir les racines puis pour continuer à pousser. Fait que là, dans ces cas-là, souvent, ce qui va arriver, c'est que les arbres qui restent, leur croissance vont diminuer. Puis étant donné qu'ils ne sont pas capables de faire assez de photosynthèse pour aller nourrir toute cette biomasse de racines-là, bien, le système racinaire va commencer tranquillement à mourir. Puis ça, c'est un phénomène qu'on observe depuis... je te dirais, les 30 dernières années pour les forêts de peupliers faux-tremble, où il y a des épidémies d'insectes et la livrée des forêts, là, la chenille qu'on voit de ce temps-ci qui est en train de manger les feuilles,
Par-dessus ça, il y a des sécheresses durant l'été. Ça affaiblit les arbres. Puis là, il y a beaucoup d'arbres qui sont en train de mourir. Puis les arbres qui restent, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ne poussent pas bien et qu'ils ne se régénèrent pas non plus. Donc, c'est rendu où il y a trop d'arbres qui sont morts par rapport à ceux qui restent pour aller nourrir toute cette biomasse racinaire-là. Fait que ce qui arrive, c'est que les tissus commencent tranquillement à mourir, puis ça met en péril un peu les forêts. Et au niveau de la coupe forestière, est-ce que ça a un impact de se dire que les arbres sont reliés entre eux? Bien, pour la coupe, si on fait des coupes partielles, là, c'est sûr que ça a un impact parce que les arbres que j'ai enlevés, leurs racines vont rester connectées aux arbres que j'ai laissés. Mais si je fais une coupe à blanc, par exemple, ben là, comme il n'y aura plus d'arbres qui vont nourrir les racines, ben, on recommence le système à zéro, on va replanter ou on va faire d'autres choses. Je sais que tu es titulaire d'une chaire industrielle en sylviculture et production de bois. Qu'est-ce que c'est concrètement? Bien, une chaire industrielle, c'est un peu une programmation de recherche qui est basée sur un thème. Puis là, le thème, c'est la sylviculture intensive et la production de bois. Donc, je travaille beaucoup avec les plantations à croissance rapide, intensivement aménagées. Ça veut dire on utilise des espèces qui poussent plus vite que les arbres naturels. Donc, souvent, on va utiliser le peuplier hybride qui pousse 3, 4, 5 fois plus vite que les peupliers ordinaires. Puis, on fait des plantations un peu comme des jardins. On va préparer le sol, on va fertiliser, on va enlever les mauvaises herbes pour que les arbres poussent très vite. Fait qu'on est capable de faire 3, 4 rotations par rapport à ce que la forêt naturelle pourrait produire. Donc, la programmation de la chaire, dans le fond, c'est de produire plus de bois plus rapidement. Puis aussi, on a un axe de recherche où on va aller remettre des arbres là où il n'y en a plus. Par exemple, des chemins forestiers abandonnés, où on perd un peu de la productivité de la forêt, bien, on va aller reboiser ça. Ou des sites forestiers qui ont été coupés puis qui ont été envahis par l'aune ou par des arbres non commerciaux. Bien là, on va essayer de trouver des façons de les aménager pour remettre des forêts productives en place où il y en avait avant. Est-ce que, d'un point de vue écologique, c'est bon de faire ça, d'y aller vraiment plus économiquement, puis de se concentrer sur des arbres qui rapportent plus, dans le fond? Bien, tu sais, le bois, on va toujours en avoir besoin. Puis moi, je me dis, tu sais, mettons, autour d'Amos ou de la Merci-Abitibi, on a beaucoup de terres en friche ou des terres qui, jadis, avaient des arbres. Il y a eu des colons qui sont installés, ils ont récolté le bois, puis là, ils ont fait un peu d'agriculture, puis là, ils en font plus pour X raisons. Donc, je me dis que c'est beaucoup mieux d'aller reboiser ces terres-là puis produire du bois proche des villes, proche des usines qu'on a autour d'ici, que d'aller couper du bois à 300 km puis de plus en plus loin puis de plus en plus coûteux. Fait que c'est un peu... on n'a pas cette culture-là beaucoup, surtout dans la région boréale, parce qu'on a toujours eu beaucoup de forêts, mais il en reste de moins en moins. Puis la forêt qui nous reste, bien, on aimerait ça la garder pour nos camps de chasse ou pour aller à la pêche, ou on aime ça avoir de la forêt. Donc, je me dis qu'on est tous bien d'aller mettre des arbres où traditionnellement il y en avait, puis de produire le bois qu'on a besoin. Dans le fond, si on veut, c'est un peu comme un jardin, d'aller cultiver les arbres qu'on veut récolter plus tard, puis d'en laisser plus là, de forêt naturelle non coupée. Ça prend combien de temps à une nouvelle forêt à pousser? Dans des plantations comme ça? Oui. Bien là, tu vois, cette année, on va couper notre première plantation qui a été plantée en 2007. Donc, ça fait quoi? Ça fait 2007... on ne sait plus compter. C'est ça. Donc, ça va être à off. À peu près après 15 ans, on est capable de couper les... Donc, ben, on dit que ça, c'est une bonne plantation, mais à peu près entre 20 et 25 ans, on peut couper les arbres qu'on a plantés. Puis combien d'arbres survivent à la plantation? Le taux est très, très bon. Là. C'est en haut de 95 %. Ah, c'est bon. Oui, il n'y a pas vraiment de... on n'a pas... Ben, ça dépend des... On utilise des clones, hein? Ça dépend des clones qu'on utilise, mais la plupart de ceux qu'on utilise ont déjà été testés pour les maladies ou pour les problèmes. Donc, c'est des bons clones qu'on utilise, puis ils poussent très vite. Puis, dans le fond, c'est un peu le rôle du ministère des Forêts qui teste ces clones-là depuis plusieurs années. Puis quand on les plante, bien, ça va bien. Parfait. En terminant, j'aimerais noter le fait que tu es la première femme à avoir ce prix-là. Et qu'est-ce que ça te fait de dire que tu es la première femme, justement, à recevoir le prix? Bien, c'est super le fun parce que la foresterie et les sciences, en général, c'est toujours un milieu très masculin. Puis le prix a souvent été décerné pour des chercheurs dans l'Ouest. C'est un peu...
un monde un peu macho là, de la recherche en foresterie. Donc, moi, ça me fait très plaisir. Puis, j'espère que je ne serai pas la dernière. Est-ce que tu lances un message aux femmes qui voudraient se lancer en écologie, dans le domaine des forêts? Ben, moi, je dis toujours, allez-y avec vos passions. Si vous aimez ça, allez-y. Puis, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas bien. Là. Ben, merci beaucoup, Annie. Merci à toi.